Nous poursuivons cette émission 100% Info avec l'entretien. Et l'invité est le député à l'Assemblée législative de transition Harouna Louré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Diasso, merci bien. Alors, récemment, vous avez publié votre lecture du bilan des 6 mois de la transition sous la présidence de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Pour commencer, nous allons parler du plan sécuritaire. Vous estimez que la situation à la crise sécuritaire et humanitaire se sont empirées depuis l'avènement du MPSR. Cela semble même ne pas vous surprendre. Mais je retiens cette phrase, si la pleine mesure de la situation avait été prise initialement. Qu'est-ce que cela sous-entend? Merci bien pour l'opportunité que vous nous donnez de revenir sur ces questions. Nous pensons que cela, il ne faut pas jouer à l'autruche. Les chiffres sont là. Nous avons plus de 2 millions de déplacés internes. Le territoire national, nous sommes entre 40 et 50% qui sont amputés. Cela est une réalité. Nier ce fait-là, c'est se mentir à soi-même. Quand nous disions que cela était attendu, parce que nous savons que même peu importe la force d'un régime qui venait, il fallait au moins que la crise poursuive son rythme, le temps que les impacts des mesures prises après puissent donner des résultats. Mais le constat, c'est que nous avons l'impression que la pleine mesure de la crise sécuritaire n'avait pas été prise parce que nous avons nous avons cette impression parce que on a l'impression que c'est une crise purement militaire. Ce que des voix avaient dit non, ce n'est pas une crise purement militaire. La crise, elle est beaucoup plus sécuritaire que militaire. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, quand 2 personnes ont la possibilité d'aller faire déguerpir tout un village, on ne peut pas avoir des camps militaires partout pour défendre cela. Donc il y a beaucoup plus une question sécuritaire qui est là, mais la pleine mesure de la crise n'avait pas été prise parce que quand on nous disait qu'en 5 mois on allait faire le bilan, on aurait espéré avoir des résultats patents. Mais ce n'est pas le cas. Nous pensons qu'il y a eu un peu de la sous-estimation dans la prévision du nouveau régime. Alors chaque semaine, il y a une sorte de point qui est fait sur la question sécuritaire. Et ce que nous retenons, c'est qu'il y a des avancées. Récemment, vous avez sans doute vu la sortie du porte-parole du gouvernement, du ministre de la Sécurité, qui annonçait qu'il y a des villages qui sont réoccupés. L'armée monte en puissance. Est-ce que vous voulez dire que tout ce qui est dit est faux? Non, absolument pas. Si vous partez dans le même écrit, je dis, s'il s'agit de la crise sécuritaire, nous restons optimistes que nous aurons des résultats probants. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, il y a un maillage qui est en train d'être mis en place, qui pourrait vraiment donner des résultats. Mais notre inquiétude porte essentiellement sur la question de la gouvernance de ce pays aujourd'hui. Ce n'est pas tant sur la crise sécuritaire, parce que nous pensons que même si nous résolvons la question sécuritaire aujourd'hui, dans un système de gouvernance qui n'est pas collégial, qui n'a pas associé une intelligence avec un leadership qui inspire la population dans les années à venir. Vous parlez du leadership. Vous faites référence au leadership à la tête de la transition ou au leadership à la tête du gouvernement? Je parle du leadership au Burkina Faso. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans tous les autres pays, quand nous avons une crise comme ce que vit le Burkina Faso, il faut qu'il y ait des leaderships politiques qui inspirent les populations, qui transmettent une émotion à la population. Quoi que nous disions, on a vu les événements de Sénégal, il a fallu de quelques personnes qui ont fait un règlement de compte et toute une population a déguerpi. Pourquoi cela? Parce que nous ne sentons pas cette confiance au sommet de l'État, parce qu'il n'y a pas une transmission d'émotions fortes, de courage, de patriotisme, d'engagement fort vis-à-vis de ces populations-là. Donc ça fait qu'aujourd'hui, pour un rien, cette assurance qui doit être dégagée à tous les niveaux au sommet de l'État, on ne le ressent pas, la population ne le ressent pas. Et il faut que ce leadership inspirant la puisse dire aux populations, nous sommes là, nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons ne pas réussir sur tel ou tel aspect, mais nous vous garantissons que nous allons réussir ensemble. C'est cette émotion qui manque aujourd'hui au sommet de l'État. Quand je dis que ce soit l'exécutif, que ce soit la présidence, le peuple burkinabé a besoin de cette inspiration. Et on voit le chef de l'État tout de même sortir, aller dans les différents camps pour remonter la troupe. Est-ce que vous voulez dire que cela n'est tout de même pas suffisant en termes de leadership? Il ne s'agit pas de faire des sorties. Le leadership, ça ne s'invente pas. C'est l'émotion qu'on transmet aux autres. Et aujourd'hui, il ne s'agit même pas que de l'exécutif ou de la présidence. C'est la scène socio-politique du Burkina Faso qui manque de leadership. Et cela me permet encore d'interpeller la jeunesse. Nous avons toujours demandé à l'ancienne génération de porter ce fardeau. Mais jusqu'à présent, on nous prouve qu'ils ne peuvent pas le porter. Il faut qu'aujourd'hui, nous, jeunes générations, nous acceptions porter ce fardeau, créer ce leadership inspirant en politique, de telle sorte que nos jeunes frères qui viennent puissent dire, voilà des gens qui nous inspirent en politique. Il faut que nous sortons de cette inquiétude, de cette perpétuelle peur, de dire que nous allons nous engager pour être des leaders politiques, pour porter la voix des sans-voix en quelque sorte. Donc c'est vraiment une crise majeure de leadership politique à
tous les niveaux politiques, aussi bien ceux qui ont dirigé ce pays, on a vu ce que les résultats ont donné, aussi bien ceux qui sont dans l'opposition, que on n'a pas l'impression de cette transmission de l'émotion de ce qui c'est que le leadership politique. Vous faites cas de la jeunesse. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas des jeunes à même de porter ce leadership que vous prenez tant? Justement, c'est l'appel que nous lançons. C'est l'appel que nous lançons fortement dès à présent. C'est que la jeunesse doit sortir de ce carcan-là en croyant que certaines personnes viendront faire ce travail à leur place. Si certaines personnes ne le font pas, pourquoi nous continuons à espérer que certaines personnes le feront? Pourquoi nous ne le portons pas ce leadership-là? Pourquoi, d'une manière collégiale et intelligente, nous ne pouvons pas nous rassembler pour porter ce leadership-là, fabriquer des leaders politiques? Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, que ce soit en termes d'engagement politique ou de conviction politique, nous doutons que ceux qui sont là en ont plus que nous. Si on peut parler en termes de formation, même si tel est le cas, nous pensons que la jeunesse peut se former rapidement en termes de leadership politique et porter ce dont elle veut vraiment qu'on puisse implémenter. Alors je poursuis toujours sur vos écrits, vous déplorez la gabégie, les missions, les nominations de complaisance. Est-ce que vous êtes arrivé au point où vous regrettez la marche de la transition à l'état actuel, à même de regretter l'ancien régime? Oh, jamais je ne regretterai l'ancien régime. Cela fait partie de l'histoire des nations. Quelqu'un me disait tantôt, même s'il faut qu'on passe par 10 nouveaux régimes jusqu'à avoir le bon, il faut l'essayer. Non, aucun regret, parce que le régime qui était là, c'était sûr qu'il n'avait aucune solution. Il fallait essayer autre chose. On essaie. Oui, mais celui-là a encore le temps. Non, mais selon l'analyse qui a été prise. Parce que l'interpellation qui est lancée, et si vous partez les deux derniers paragraphes de cette interpellation, nous disons que le président de la République a encore l'opportunité de rattraper ça. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Nous avons encore la possibilité de rattraper et de mettre le train sur les rails pour qu'on puisse aller à grande vitesse. Quoi que nous disons aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple burkinabé veut? C'est vraiment pouvoir pousser ce train-là, sentir que le train-là va dans leur direction, sentir que le train, ce n'est pas parce qu'on veut faire des nominations par complaisance pour que des amis aient des prébendes de la situation, mais parce que nous avons la conviction intime et profonde que nous pouvons réussir à nous en tirer de cette crise-là. C'est tout ce que le peuple demande aujourd'hui. Nous pensons qu'on a encore le temps. C'est pas énorme, mais il y a encore la possibilité de rattraper tout ce qui se fait actuellement, de telle sorte que, d'une manière collégiale, que des intelligences. Quand je dis des intelligences, il ne s'agit pas de l'ancien, je ne rentre pas dans les carcans, tel parti politique, tel régime. Tant que quelqu'un n'a pas de déboire avec la justice burkinabé, et qui a des compétences, peu importe, il faut aller le chercher. C'est au régime d'aller les chercher. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas se mettre en isoloir pour espérer gouverner un pays. Ça ne se gouverne pas ainsi. Je suis désolé de le croire, mais je pense qu'on a tendance à croire que la gouvernance d'un pays est chose aisée. Je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je pense que la gouvernance d'un pays est plus difficile qu'être médecin anesthésiste réanimateur. Mais n'importe qui ne se lève pas du jour au lendemain pour être médecin anesthésiste réanimateur. Ça s'apprend. Et quand on n'a pas appris, quand on ait au moins cette intelligence d'appeler ceux qui ont la capacité d'aider à le faire, de telle sorte que nous puissions sortir de ce bourbier. Alors, Harouna Louré, passons à l'Assemblée législative de transition, dont vous êtes l'un des députés. À ce niveau, vous estimez que cette institution n'a pas compris la mission première dans le contexte actuel? Oui, nous sommes dans une crise inédite. Vous conviendrez avec moi, jamais le Burkina Faso n'a traversé une pareille crise. Nous avons une crise institutionnelle, une crise sécuritaire, une crise de la gouvernance. Avant, nous n'avons pas la question de la crise sécuritaire, qui a son lot de crise humanitaire. On ne peut pas gérer l'Assemblée nationale comme dans les autres périodes du Burkina Faso. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Assemblée peut faire de mieux si ce n'est qu'aller au plus près des populations, puisque l'Assemblée est censée représenter le peuple. Mais vous êtes acteur du système, pourquoi est-ce que vous ne contribuez pas justement à faire changer les choses à l'interne? Justement, nous contribuons énormément à faire changer les choses à l'interne. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Nous faisons l'effort, nous interpellons. Parce qu'il faut reconnaître une chose qui est là. Beaucoup de régimes n'ont pas pu s'en sortir parce qu'ils ont refusé de faire leur autocritique. Aujourd'hui, quand je vois les différents mouvements qui se créent, notamment ceux qui étaient dans l'ancien régime, ils n'ont pas été à mesure de faire leur propre introspection, de faire leur mea culpa vis-à-vis du peuple. Parce que cela manque en interne souvent dans les différents régimes. Il faut avoir le courage de dire à ses compagnons que nous ne sommes pas sur la bonne voie quand il le faut. En interne, il faut le dire. Quand ça ne semble pas être entendu, il faut le dire publiquement. Il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, il y a beaucoup, lorsqu'ils ont vu ces écrits, ils se sont demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne démissionnez pas alors que vous critiquez le système et vous y êtes tout de même? Pourquoi ne pas partir? Justement, au fait, parce que les gens ont tendance à dire, vous critiquez, vous continuez. Ça dépendra de l'objectif qui m'a mené à l'Assemblée législative de la transition. L'objectif, c'est de contribuer à la construction d'un État nouveau, d'un Burkina Faso intègre, patriotique, qui défend des valeurs. Étant dans ce système que vous décriez, oui.
Comment est-ce que vous pouvez y parvenir? Justement, c'est en décriant justement, peut-être que je ne serais pas dans ce système, que je n'aurais pas compris certains aspects, que je n'aurais peut-être pas compris que non, nous ne partons pas dans le bon sens. Cela est une question que souvent on ignore. Mais la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il y ait une rupture idéologique sur certains aspects de la chose, jusqu'à ce qu'il y ait cette rupture. Et puis j'ai tendance à dire aux uns aux autres, dans la démocratie, il y a toujours une partie d'opposition. On n'a jamais dit au CFOP quand il critiquait le régime de démissionnaire de l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que je suis du CFOP, mais il faut que de temps à autre, il y ait des voix qui s'élèvent pour dire ce que nous sommes en train de faire, c'est probablement pas la bonne méthode. Nous pouvons en discuter. Je peux avoir tort, mais n'empêche, il faut poser le débat pour que nous puissions discuter. Est-ce que vous avez le sentiment d'être seul justement dans ce système-là? Non, je n'ai pas le sentiment d'être seul. Il y a certains, moi j'ai la chance, je suis à l'Assemblée, je peux parler. Je me dis certainement, peut-être il y a certaines personnes qui sont dans les certains postes qui peuvent également parler, qui ne peuvent pas parler comme moi j'ai le droit de le faire. Parce que, quoi qu'on dise, étant dans l'Assemblée, la loi m'autorise à porter mes opinions publiquement sans avoir cette solidarité que l'exécutif a. Est-ce que vous ne craignez pas le revers de la médaille? Absolument pas. Je pense que quand on est convaincu de quelque chose, quand on est convaincu d'un engagement, il faut le faire parce qu'on meurt tous un jour. Merci Harouna Louré. L'invité de l'entretien de ce 100% Info. Nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Merci pour votre attention.